Salut à tous les hooligans, on est en direct des studios KBS et aujourd'hui, émission, sortez vos crayons, sortez vos cahiers. On est là avec deux entraîneurs, deux personnes qui connaissent le soccer québécois. Donc aujourd'hui, on vient apprendre. Donc sortez les crayons, on tente de comprendre c'est quoi le foot québécois avec David Sauvry et Jérémy Fatim. Bonjour les gars, présentez-vous, Jérémy Fatim, David, deux entraîneurs qui travaillent actuellement à quel poste? Je vais te laisser la parole. Ah bah allez, c'est parti. La passe. Alors David, moi ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis au Québec. Je suis coordonnateur au Celtics du Richelieu, donc le club de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc je suis en gestion de tout l'aspect, on va dire, technique du club. Et puis depuis cette année, je suis aussi entraîneur adjoint au FC Select PLSQ féminine. Et puis j'ai eu la chance d'accompagner Mathieu Ruffier aussi comme entraîneur adjoint sur la sélection U15 du Québec masculine, où j'ai pu aussi côtoyer mon ami Jérémy. Ok, donc ça se connaît. Ça se connaît. Écoute, la dernière expérience aux équipes du Québec avec Mathieu a été plutôt enrichissante. C'était très très bien de pouvoir accompagner, on va dire, les meilleurs joueurs de la province. Et alors oui, c'est très court, c'est 3 matchs, c'est quelques semaines de détection, mais d'être dans le système, de voir ce qui se passe, de voir les jeunes de tous les horizons, de toutes les régions, et puis les accompagner dans une idée de vouloir performer dans un système de détection pour pourquoi pas aller plus haut. Donc ça, c'était la dernière chose. Et puis après, bien évidemment, avec mon club, on a beaucoup de projets en ce moment. Alors une des belles réalisations, c'était forcément d'être champion senior 3 en 2017 et puis d'aller au championnat canadien avec une équipe U21 quasiment. Donc ça, c'était un super accomplissement. Et puis maintenant, on est dans le gros projet de la réforme des clubs. Et alors c'est pas un accomplissement, mais c'est quelque chose d'assez énorme qui s'en vient, je pense, pour le pays, pour le Canada, et qui va sûrement changer, bouleverser le système du soccer. Donc on va dire que je suis très concentré là-dessus, à travailler là-dessus avec mon club pour qu'on puisse réussir nos objectifs qu'on s'est fixés. Moi je suis arrivé il y a 8 ans par l'intermédiaire d'un coach que vous devez connaître, François Bourget. Ouais. Moi c'est simple, on s'est connus en France. Quand je passais ma licence AUEFA, j'étais dans les petits papiers avec un projet de quitter la France et d'aller voir d'autres aventures. Et donc je suis arrivé avec lui à Longueuil. Maintenant j'ai fait mon petit chemin, je suis au Centre National, donc c'est NHP avec le groupe féminin. En parallèle, je suis entraîneur chef des équipes de l'équipe U15 féminine. Actuellement, pour cette année, je suis en charge avec Louis-Frédéric Levasseur du secteur 3 féminin à Varennes. Ok. Au-delà de ça, je travaille aussi à la région ARSRC, donc Concordia, j'ai toujours du mal à le dire. Et puis dernièrement, depuis quelques années, je fais des entraînements privés, des soutiens à des joueurs, des équipes. Donc tout ça a développé, mais en tout cas, on est beaucoup de temps sur les terrains. Ouais. Qu'est-ce que cette réforme et en quoi ça va affecter les joueurs? Est-ce que tu peux nous décrire, à nous les hooligans, qu'est-ce que c'est cette réforme, Jérémy? Je pense ça dépend de quel point on se situe. Okay. Si je vois pour le joueur, ça peut être très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le club va pouvoir travailler avec la région qui est autour et la fédération. Parce que si, de ce que j'entends, un club national veut avoir une équipe U16, U18, on s'entend qu'il faudrait qu'il y ait 5 pratiques semaine. Seulement ce meilleur joueur, ce très bon joueur, ce qu'il va faire, il va quitter sa région, il va quitter le centre national, où il va faire 5 pratiques dans son centre régional ou national, plus 5 pratiques qu'on demande dans son club dit national. Ça veut dire qu'il serait à 10 pratiques. Ce qui est pas possible. possible. 10 pratiques, un joueur pro, de ce que je sache, ça allait 6, 8, grand max, puis ils ont tout un staff médical autour. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est de savoir, je parle pour le joueur, quel est le meilleur choix. Est-ce que c'est d'aller dans un centre national? Moi, je parle pour le secteur féminin. Pour moi, c'est un très bon choix de prendre le centre national. Pour un joueur masculin, il y a l'Impact de Montréal. Maintenant, on s'entend que l'Impact, il n'y a pas de la place à tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce joueur-là? Parce que si le centre national l'accueille, il ne pourra pas aller à Laval la journée et puis aller dans son club le soir. Exactement. Donc là, moi, je pense qu'il faut établir des objectifs communs au Québec, de savoir quelle est la priorité. Moi, je parlais pour le secteur féminin. On va rentrer dans le sujet. Moi, je les aide toute la journée.
Je faisais 162 journées par an, de 13h à 17h. Les joueuses, je leur tire mon chapeau. Elles se lèvent à 6-7 heures du matin, école le matin. Faut qu'elles mangent dans leur bus, transport. Après, elles ont une séance d'entraînement. Ou nous, on calibre la charge d'entraînement. Puis des fois, elles sont pas contentes quand on leur dit c'est une séance très légère. Ouais. Seulement, on sait que nous, de par notre connaissance, on sait que le lendemain, elles vont avoir une séance dans leur club, voire pour les meilleures, elles vont avoir 2 séances avec l'équipe, elles vont être surclassées, elles vont être peut-être appelées en semi-pro dans une autre équipe. Et à un moment, on se retrouve à ce que nous, on a des joueuses, on les fatigue plus, on les développe plus, on fait de la régénération. Et puis, moi, ce que je trouve très embêtant, c'est qu'elles vont aller jouer le week-end, faire 1, 2, 3 matchs. Nous, on les récupère le lundi, blessure, entorse, blessure musculaire, ce qui fait que nous, le centre national, on sert à quoi en fait? On arrive de France. Moi, quand je jouais à 14 ans, je pouvais être dans le meilleur niveau. Allez, 13-14 ans, 2 pratiques, 3. Et encore. Et on arrive à être champion du monde. Vous allez me dire, il se la pète. C'est pas ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est comment on forme le joueur. La priorité, c'est le joueur. Moi, ce que je vois intéressant au niveau de la réforme des clubs, puis je suis d'accord sur pas mal de points avec Jérémy, notamment sur l'utilisation des joueurs et des joueuses qui ont une charge d'entraînement qui elles sont en surentraînement, clairement. Oui, surcharge. À chaque fois, et toutes les semaines, et beaucoup de semaines dans l'année, elles n'ont jamais de pause parce que toutes les activités, on va dire, se croisent. C'est un championnat qui s'enchaîne. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est enfin, j'ai envie de dire, on va pouvoir évaluer le travail des clubs grâce à cette réforme. Et voir comment les clubs travaillent, voir comment les clubs mettent tout en œuvre pour former les joueurs. Mais c'est quoi là, une solution? C'est un entraînement? Non, genre dans leur club, non, ça va être de Canada Soccer a lancé cette réforme avec une idée, avec des attentes au niveau administratif, des attentes au niveau technique, pour standardiser, on va dire, pas standardiser, mais surtout évaluer et dire ok, toi tu mérites tel niveau, toi tu mérites tel niveau, toi tu mérites tel niveau. Et ça va permettre aussi au club de toujours être en remise en question et de se dire ok, cette année j'ai eu le niveau national parce que selon les critères j'ai réussi à avoir le niveau national, donc ça veut dire que je travaille bien. Mais si dans les 2 prochaines années, à ma réévaluation, on me dit je travaille pas si bien que ça, mais je vais redescendre provincial ou je vais redescendre club régional, etc. Donc l'idée c'est de dire je dois garder un certain standard dans la formation de mes jeunes au niveau administratif, au niveau financier, pour garder ce niveau-là. Donc d'un côté, c'est positif. Maintenant, effectivement, quel va être le rôle des régions? Quel va être le rôle de la fédération? Est-ce que la fédération va être un soutien pour les clubs? Ou est-ce qu'elle va être juste dans un système d'évaluation et puis de punition entre guillemets si tu fais pas le travail comme il faut? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais c'est sûr que la base de la base, il faut se poser la question comment on veut former des meilleurs joueurs pour qu'ensuite, comment on va pouvoir être performant au niveau national? Ça, c'est la plus grosse question. Il y en a, quand j'arrive je fais de la détection, je vais voir des matchs. Quand tu vois des coachs, l'attitude qu'ils ont, puis peut-être que moi, des fois, j'ai la même attitude, hein, mais l'aspect compétitif, il va primer sur l'aspect formation. Et c'est là qu'il y a un gros problème. À quel âge la compétition devrait être Moi, je pense que là, on va parler des Jeux du Québec, c'est à 13 ans. Moi, je pense que c'est un peu tôt. Mais il y a les sélections régionales, il y a les Jeux du Québec, on ne va que participer. Je pense que c'est un peu tôt. Il devrait peut-être pas y avoir ça aussi. On met pas de compétition. Exactement. Okay. Et on va avoir des joueurs libérés, des coachs qui vont vouloir montrer leur façon de jouer. Sans pression de résultat. Quand tu as un cadre technique ou que tu as un directeur technique ou même des parents, puis là c'est encore un autre problème, qui vont mettre « Oh, moi je veux qu'on gagne ». Le coach il se dit « Comment je vais pouvoir être vu ?» C'est pas par le travail de savoir si ces joueurs ils ont ressorti le ballon proprement vers l'arrière, s'il y a eu des schémas de passe préférentiels. On parle même pas de ça. On parle de comment je peux battre l'adversaire, comment je peux gagner. Donc ça peut être bien sur l'aspect compétitif pour le joueur de 13 ans. On commence l'aspect compétitif. Par contre, pour moi, on fracasse le développement du soccer québécois en trouvant du kick and run, en retrouvant des coups francs, je parle de l'année dernière, coups francs de 40 mètres. La fille elle tire, la gardienne elle fait 1m50. On peut pas lui en vouloir qu'elle touche pas la barre. Le ballon il frôle la barre, but. Oh, c'est une joueuse extraordinaire. Elle a fait un coup de pied arrêté de 40 mètres. Je lui demande de le faire 5 fois, elle n'arriverait pas à le faire. Pourtant, on a été dire que cette joueuse, c'est peut-être une très bonne joueuse. Sauf que on a remarqué que techniquement, pied droit, pied gauche, c'était compliqué. Que se placer sans le ballon, il y a encore des défauts. Moi, c'est là où je voudrais qu'on accentue. Et si un club national, avec des réformes, avec des obligations
de dire l'école de soccer, on doit mettre un éducateur compétent. Et là, ils sont en train de faire des formations pour... Ça, c'est bien. Moi, j'ai commencé en France, j'étais avec des 7 ans. Puis il faut arrêter de dire, ouais, les meilleurs, on les met avec le 3. Non. Mettons des très bons éducateurs au départ, dans l'aspect coordination. Moi, c'est ma spécialité. Je vous dis, je vois des joueurs semi-pro partout. Je leur dis, ok, on travaille sans ballon. Ils me disent, bah pourquoi? Puis là, je fais un travail sur une ligne. Coordination bras-jambe. Je mets 10 minutes avant qu'ils comprennent que c'est le bras droit avec la jambe gauche. Ils jouent en semi-pro. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est pas la faute du joueur. C'est la faute de la formation. Et moi, j'en fais partie. Puisque ça fait déjà 8 ans maintenant que je suis à Québec. Et c'est là aussi, les clubs, ils comprennent que l'objectif, c'est de former un joueur, mais pour aller où? Pour gagner le championnat canadien U17-3? C'est pas ça qui va nous faire remporter des titres au Canada. Et moi, ce que je comprends, c'est que tu me dis que la compétitivité est peut-être trop rapide, trop précoce ici au Québec. Mais elle prend trop de place. C'est ça, c'est pas la compétition qu'on veut enlever. Ouais. La compétition, elle est essentielle. Tu fais un sport pour la compétition, entre guillemets, t'as envie de te développer, mais c'est comment tu vas aborder l'aspect de la compétition. Pourquoi tout le temps mettre cette notion de résultat, cette notion de gagner absolument, mais plutôt que de dire on va gagner, mais oui, c'est bien de vouloir gagner, il faut vouloir gagner, tu commences quelque chose, tu veux gagner, mais comment tu vas gagner? Si je gagne parce que aujourd'hui j'ai un attaquant qui va plus vite que tout le monde, qui est capable d'éliminer 5 joueurs, et lui il a touché 150 ballons dans le match, mais autour de lui les jeunes ont touché 10 ballons, oui j'ai gagné, mais j'ai développé un joueur sur mes 11. Et c'est ce qui arrive parfois, et quand tu regardes le système des sélections régionales, il y a des joueurs qui font des différences tout seuls. Ils sont plus grands. Parce que physiquement, ils sont peut-être en avance, techniquement aussi. Puis on sait qu'un joueur à 12 ans, ça sera pas le même qu'à 17 ans. Mais quand tu regardes le niveau des sélections régionales, moi je vois certains très bons joueurs que je vois en club. Tu les vois en sélection régionale, c'est pas les mêmes joueurs parce qu'il y a cette notion de vouloir absolument compétition, chercher une médaille d'or et tout ce qui va avec. Donc le système, il est compliqué. Et ça vient des coachs, ça vient de nous, ça vient des clubs, ça vient sans doute de la fédération du système de compétition, mais ça vient aussi des parents. Les parents qui, au Québec, sont très très proches des joueurs, autant chez les filles que chez les garçons. Trop. Maintenant, est-ce que c'est pas à chaque coach de aussi gérer les parents dans son club? Je veux dire, une réunion, ça se fait, t'as tes parents, tu leur dis, bon, il y a ci qui peut être dit dans un match, ci qui peut être dit. Je veux dire, c'est de la communication. Quand t'es coach de jeune équipe, t'es aussi manager. Admettons que ce ne soit pas suffisant. On parle là de parents qui sont problématiques. À quel point? Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est où pour vous la limite? David, commence-nous par me dire les limites. Moi, j'ai la chance peut-être d'être dans le format club depuis que je suis arrivé. Donc les parents, je les vois tous les jours. Et attention, on a besoin des parents parce que c'est eux qui emmènent les jeunes. C'est eux qui payent. Ils ont un droit de regard. Ça, c'est pas un problème, ça. On en parlera après. C'est eux qui éduquent leurs jeunes. Il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'ils doivent être capables aussi des fois de se détacher du côté formation et du côté entraînement, et c'est ça le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a le double discours qui arrive, c'est-à-dire que l'entraîneur il va axer l'entraînement sur un mois, sur un cycle, je sais pas moi, de travailler tout ce qui est conserver, progresser. Là tu parles des parents qui sont coachs? Non, nous je parle les éducateurs, on va axer par exemple sur un cycle de travail, sur un thème, puis on va essayer de revoir ça en match, puis toutes les autres choses en U9, U10 c'est pas grave, on va vouloir axer là-dessus, mais quand t'arrives dans la voiture puis que le parent il te dit le contraire de ce que ton coach t'a dit, à 8 ans, 9 ans, t'écoutes qui? T'écoutes le parent, tout de suite le double discours il est compliqué, et puis le jeune, le parent vient de mettre sans le vouloir un petit coup de couteau dans le dos au coach parce que il vient de faire perdre la crédibilité au coach. Vous pensez que quand vous êtes quel coach que vous soyez dans n'importe quel centre de formation, si le père a vu le match, il rentre dans la voiture avant même d'entendre ce que vous avez peut-être dit à son fils, ils vont donner leur avis. Donc pourquoi ici c'est un problème? Déjà, je pense, comparer la France, etc. Moi, ça fait 8 ans que je suis parti. Il y a énormément de points positifs au Québec. Maintenant, quand tu entends un père ou une mère qui dit « Allez, mon fils », déjà, on est dans le faux. C'est un sport collectif. Voilà, c'est vrai. Déjà, on peut faire quelque chose. Ensuite, ça va être l'attitude que les parents ils ont entre eux. Aussi. Il y a 2 tribunes. Il y a des gamins, ils ont 13 ans. Il suffit qu'il y ait une faute. Et là, je trouve que ça... Il y a un contact du 3. Il y a un contact où il y a une fille qui tombe. On va dire qu'il y a faute alors qu'il y a un contact épaule et on leur apprend à jouer de l'épaule. Il suffit qu'elle roule. Et là, il y a des parents. Parce qu'ils voient leur enfant en danger. Il n'y a rien eu. Et c'est un sport où je suis sûr qu'au hockey sur glace, on aurait dit c'est bien. Les joueuses
que je vais voir parce que pour le plaisir, tu vas les voir en U17, elles ont 15 ans, surclassées, je suis d'accord. C'est trop facile le U15, va jouer en U17. Seulement, je la forme pour être défenseur central et elle joue attaquante. Moi, je la forme tous les jours. On la forme parce qu'on a un staff. Et on pense que pour être éligible en équipe du Canada ou présélectionnée, elle devrait être à ce poste-là par rapport à ce que eux nous disent. Elle va pas assez vite. Techniquement, c'est trop juste. On pense la mettre là. 15-16 ans, il faut commencer à voir le projet. Et puis il y a des parents qui me disent ouais, mais dans mon club, dans son club, elle joue attaquante, elle met tous les buts. Mais c'est du 3. Nous, on vous parle d'une sélection nationale, un niveau international. Il faut faire confiance en gros. Quand on regarde les matchs, et j'ai un boss qui est à fond là-dedans, qui regarde énormément de matchs. Des fois, il m'envoie des séquences. U17 Hollande, Espagne. Il m'a envoyé des vidéos. J'ai envie de pleurer en tant que formateur. Je me dis, on n'est pas dans le même sport. Parce que techniquement, on est en retard ou quoi? Quand il y a un ballon, le ballon, c'est pas une boule de lave qui brûle. Elles sont à l'aise. Et moi, quand je leur dis maintenant, les filles, allez, on va jongler un petit peu. Il n'y a pas cette passion. Pied droit, pied gauche, aérien, au sol, qualité de la passe, claquer, etc. Mais quand on va arriver dans son club, elle a mis un but d'anthologie, on va oublier tout le reste à travailler. Et encore une fois, on est très heureux d'être ici, puis de vivre ici, puis il y a plein de bonnes choses, mais le système, admettons, de gala, de gala sportif, de valoriser toujours le meilleur joueuse, la meilleure joueur, le meilleur joueur, l'équipe de l'année, mais l'équipe de l'année, c'est quoi le critère? Les critères, c'est clairement l'équipe qui a tout gagné, mais est-ce que c'est l'équipe qui s'est le plus développée, une équipe qui était, on va dire, très en difficulté, puis à la fin d'année, qui arrive à avoir un vrai projet de jeu, qui arrive à travailler certaines choses, qui a acquis des principes, pourquoi pas la valoriser plutôt que l'équipe que tu sais que dès le départ elle a les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses. On sait que centre national, partie scolaire, c'est de temps à temps. Ok, je vais prendre un exemple. France, Clairefontaine. Moi, quand je suis au centre national, pour moi c'est mon petit Clairefontaine à moi. Clairefontaine, ils vont s'entraîner là-bas, ils vont chercher les meilleurs qui ne payent pas pour rentrer au CNHP. Mais bon, sinon à peu près c'est à peu près la même chose. Sincèrement, la qualité des joueuses, c'est du haut niveau. C'est du très haut niveau, des infrastructures, staff, etc. Maintenant, on va arriver, je pense, centre national, ok. Les premiers mois, c'est en septembre. Elles sont encore en compétition les championnats canadiens. Pendant un mois, nous, on s'adapte à leur championnat. Je comprends. Je comprends. Là, vous tendez la main. Là. Mais il n'y a pas de problème. Mais à l'inverse, nous, dans les périodes creuses pour les clubs, genre janvier à mars. Ouais, ou même novembre à mars, novembre à mars, après, mars. Et moi, c'est ça que je trouve dommage. Mais c'est pas ce qui. Un petit peu. Mais c'est pas ce qui est entendu. Il y a des filles, elles sont tiraillées. Ouais, mais Jérém, si je vais pas faire ma pratique ce soir, ça va être con. Et j'en veux pas forcément au coach qui, lui, joue entre guillemets sa vie parce qu'il doit avoir son équipe. C'est son job aussi de son côté. Moi, je pense, et c'est pour ça que je suis content d'être là, c'est pas de dire vous êtes nuls, nous on est les meilleurs, ça c'est mieux. Non, c'est la joueuse. C'est quoi? Elle a besoin de quoi en priorité? Pour moi, elles ont besoin d'avoir leur club. Faisons des entraînements lundi ou jeudi, priorité centre national. Le vendredi ou une journée par semaine. Qui est définie. Priorité, il y a un gros entraînement l'hiver dans notre club. Ok, cette journée-là, on te fait un petit programme. Tu vas faire beaucoup de travail technique, un peu de renforcement musculaire. Puis, situation, il y a des U12, admettons, qui s'entraînent tous les jours. Le soir, s'entraînent avec leur club. Le dimanche, ont du CDR, centre de développement régional. Plus un match avec leur équipe. Ils sont à 7 ou 8 entraînements dans la semaine. Cette fréquence en U12. Bon, là, mais il y a aussi. Là, c'est dur, Et encore une fois, qui est en cause? C'est tout le monde. C'est pas. Le sport actuel, sachant elle est dans un club. Sachant qu'elle est dans un club. Il ne devrait pas avoir à descendre sa charge pour favoriser le fait que l'autre a des entraînements. Parce que si on pense joueur d'un côté, la joueuse ou le joueur est dans le cursus avec les meilleurs joueurs de la région. Pourquoi dans une période creuse, ce serait pas la région qui aurait la priorité? Et en saison, ça serait les clubs. Mais la joueuse, elle a pas de période de repos ou très peu. Moi, je parle encore. Et ça, c'est pas bon, ça? On se rejoint. Bah non. Mais une période de repos, moi, en France, c'est 10 mois que je joue au foot. Non, on a une pause de 2 mois de juin à juillet, ils font rien. Ok, là, dans ce cas-là, c'est 12 mois. On a pas joué au tennis, ils font du. Ah non, c'est vrai que là, on passe de saison 3. Bon, admettons, on est en saison 3, c'est avril jusqu'à octobre.
Après, sport études en même temps depuis toute. Ça reprend. Il y a pas de. Il y a même le championnat. Noël et puis c'est Et tout. en hiver. Mais l'hiver, et c'est 2 semaines. toujours autre chose ou des... Bah il y a Noël, il y a les 15 jours de Noël où ça. Ouais, mais le Noël, problème c'est que des fois, admettons, puis ça on peut en parler aussi, mais un championnat 3 U15 où t'as 26 matchs de mi-avril au 23 septembre, que des joueurs ou des joueuses de 15 ans n'ont pas un week-end de libre dans leur été, qu'elles finissent, elles ont pas fini l'école, qu'elles ont déjà commencé leur saison 3 et elles recommencent l'école. Elles ont pas fini leur saison, mais elles recommencent le sport-études. Ah là, ils sont en surcharge. T'as jamais eu un week-end de vacances. Qu'est-ce que tu fais à 16 ans? Bah, je vais avoir des vacances, je vais faire d'autres activités. Et tu fais quoi? T'arrêtes le foot. J'ai un exemple où, sincèrement, j'avais la larme à l'œil là. J'ai vu une petite joueuse, que j'entraîne, c'est l'une des premières que j'ai vues. Je dirais pas de nom, parce que ça, je le ferai pas. Je l'ai vue un jour faire un premier match. U14 2A, je crois. Puis à la mi-temps, je la vois quitter. Je dis, tu vas où? Faut que j'aille aider pour la deuxième mi-temps de l'équipe 3. Elle est partie à la mi-temps de son match où elle perd. Et elle a été faire une autre mi-temps dans l'autre match où elle perd. Et la joueuse, elle est entre T'as changé de terrain. Attends, mais on va où? Et le papa, il a accepté, il l'a amené, il faut faire des kilomètres. Là, lui, de son côté, le papa, il est content que sa fille joue 3, peut-être quelque part. Oui, lui, eux, ils y vont contents, hein. Et ils foncent sur la route. Je suis sûre que c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, papa, des fois, il me voit, il me dit, ah, c'est dommage. Je lui dis, je vous avais dit quoi? Soyez patiente. Voyez la jeune. Est-ce qu'elle se développe bien? Et la fille, c'était une star. Au jour d'aujourd'hui, elle performe moins. Mais déjà, trouve pas ça qui est normal, ou du moins ça te choque pas qu'on puisse jouer 2 matchs dans la même journée? J'ai jamais vu Là, ça. tu parles d'un club ou tu parles de. Parce que. Mais ça arrive partout, même dans mon club ça arrive. Le jeune il joue 12, Et on le fait. 2 heures après il en met 13. Et je suis sûr que tu le fais, et puis tu dis, Tu veux Des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Des fois, oui, mais il y a un problème alors. Là, il y a un Le jeune il a 12 ans, il a fait 4 clubs quoi. Il est muté depuis qu'il a 4 ans. C'est fou ça. On se reconnaît. Moi, je suis un reconnu muté. J'ai joué tous les clubs de la Rive-Sud et je les ai tous aidés. Donc. Ouais, mais à un moment donné, il faut ce sentiment d'importance. Ouais. À chaque moment difficile, le jeune, c'est un bon joueur. Ouais, bah il y a le club à côté, il m'a appelé, je m'en vais. Ouais, mais s'il veut faire le 3, et si votre On club en ne revient à la permet même pas. chose. Non, mais je veux dire. L'organisation aussi. Les gars à l'école vont tous dans un autre club. Ouais. Si on me dit, on est au sport-études, on me dit, il faut que tu sois dans un club qui est 3A pour rester dans le sport-études et ne pas tomber en concentration. Mais quand tu es dans ce dilemme-là, c'est pas normal que la personne quitte le club pour rester dans un c'est une énorme sport-études connerie. de la part de... Le jeune, il est dans son environnement, il aime son environnement, Il aime son est peut-être école, 2A, il a le talent des joueurs de sa section sportive, Voilà. pourquoi il resterait pas dans la section sportive? Parce qu'il y a un règlement qui fait qu'il doit y aller, non?